Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ce soir en direct de deux instituts français à Athènes et à Thessalonique pour la quatrième rencontre littéraire de l'année dans le cadre du choix Goncourt de la Grèce. Nous avons l'honneur et la joie de recevoir Louis-Philippe d'Alembert, auteur de l'un des 4 romans lisses pour son roman Milwaukee Blues, ainsi que sa traductrice Irini Papakyriakou qui travaille sur la version grecque du roman destinée à être publiée aux éditions Castagnotis. Pour rappel, les 3 autres romans en lice sont, je cite, Le voyage dans l'Est de Christine Angot, Enfant de Salaud de Sorge Chalandon et La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mougarsar. Louis-Philippe d'Alembert, vous avez reçu de multiples prix. Vos livres sont traduits dans plusieurs langues. Merci à vous ainsi qu'à Irini Papakyriakou d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous ce soir. Avant de passer la parole à mes collègues et surtout à nos étudiants qui font partie de ces jurys-là, permettez-moi d'ouvrir cette rencontre avec quelques lignes sur la littérature haïtienne de langue française, d'une littérature vivante et passionnante qui, malgré les 32 coups d'État et qui ont émaillé l'histoire, malgré les difficultés économiques et les problèmes particuliers qui traversent le pays, elle n'a jamais cessé d'exister. Et je pense particulièrement au romancier Jacques-Stéphane Alexis qui avait dit que si les Haïtiens ont échoué en politique, ils ont quand même réussi en littérature. Et pas seulement en littérature, mais également dans les domaines de la peinture, de la musique et de la danse. En Haïti, il y a toujours eu des écrivains, des intellectuels, des poètes et différentes écoles aussi littéraires. Et chaque époque a donné vraiment ses écrivains phares. À titre d'exemple, je cite là pour le public qui nous suit et pour nos étudiants, Jacques Rouman, René Despestre, Franck Etienne, Lionel Trujillo, Gary Victor, Dany Laferrière, Yannick Lahens et bien sûr Louis-Philippe d'Alembert, écrivain majeur qui a par ailleurs écrit en créole et en français, ainsi que des poèmes. Vous avez d'ailleurs commencé par la poésie, monsieur d'Alembert, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Et cette soirée rencontre vous est dédiée. Et nous remercions tous les jurys étudiants ainsi que leurs professeurs pour les questions qu'ils ont préparées bien en amont et qui, depuis le début, soutiennent les choix concours de la Grèce. Permettez-moi de le remercier en commençant par l'Université du Pirée et à des professeurs qui sont là pour guider les étudiants, messieurs Nikos Christos et messieurs Goussios Haralabos. Et il y a parmi nous aussi l'Université de Mokrite de Thrace avec Stéphanos Gravanis, l'Université ouverte de Grèce avec 3 jurys et 3 professeurs, dont Leontari Doudora, Papaspiridou Ioanna Pleaka Constantina. 4e université, c'est l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes avec la professeure Hélène Tachopoulou. L'Université de Thessalie avec des professeurs, des responsables de nos jurys, avec Madame Rodoyani Ansoula et Madame Apostolopoulou Katerina. Et je note aussi l'Université ionienne de Corfou avec le professeur Monsieur Politis Michel, l'Université de Ioannina avec Madame Zoubouli Maria et Flitouris Lambros, l'Université Aristote de Thessalonique avec Eugénia Grammatikopoulou et bien sûr l'École française de Thessalonique avec la professeure Céline Binon. Afin d'animer la soirée de Thessalonique, il était prévu que Caroline Geoffrey, directrice de l'École française de Thessalonique, prenne la parole, mais suite à un contretemps, c'est Fanny Fénérol, notre collègue de Thessalonique, qui prendra part à cette rencontre. Fanny, je te laisse la parole. Merci Caterina. Donc, bonsoir. En effet, donc, comme nous sommes en direct, il y a parfois quelques problèmes qui peuvent se présenter, comme c'est le cas ce soir, mais nous espérons que Caroline Geoffrey pourra nous rejoindre dans le cours de la présentation. Donc, si vous voyez une autre personne arriver entre-temps, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est prévu. Et je tiens donc à mon tour à remercier nos invités, donc Louis-Philippe d'Alembert et Irini Papakyriakou, qui ont accepté d'être parmi nous ce soir. Et bien sûr, je n'oublie pas non plus toute l'équipe du choix Goncourt de la Grèce, étudiants et professeurs, ainsi que le public qui nous suit ce soir sur les réseaux sociaux. Et je tiens tout particulièrement aussi à remercier mes 2 collègues de l'Institut français de Grèce, donc Katerina Spiropoulou, qui est adjointe de l'attaché de coopération universitaire et scientifique, et Vincent Lambert, qui est adjoint au service des industries culturelles. Et je laisse la parole donc maintenant à Vincent. Bonne soirée. Bonsoir à tous.
Et comme le disaient mes collègues, donc nous avons la chance d'avoir également parmi nous ce soir Irini Papakiriakou, qui est la traductrice de Milwaukee Blues en Grèce, donc en grec. Elle nous dira à la fin de la soirée quand est-ce qu'on pourra enfin avoir accès au texte en langue grecque. Je souhaitais commencer par lui poser une question en préambule. Les textes littéraires présentent toujours des particularités d'ordre, qu'elles soient linguistiques ou socioculturelles, et en ce sens, on peut affirmer que cette activité de traduction littéraire est l'un des principaux moyens de communication entre les cultures. Pour autant, c'est une activité difficile qui pose toujours des problèmes importants aux traducteurs. Selon vous, Irini Papakiriakou, est-ce que vous diriez que la traduction littéraire euh, pose des problèmes qui ont été différents dans le cas du livre que vous avez été amené à traduire maintenant que dans le cadre d'ouvrages que vous avez été amené à traduire auparavant? En d'autres termes, quelles étaient les particularités de l'exercice de traduction auquel vous vous êtes livré avec Milwaukee Blues? Je ne sais pas. Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Bien. Bonsoir. C'est un plaisir de vous voir, Monsieur D'Alembert, tout d'abord, parce que on n'a pas eu contact avant. Et merci beaucoup de m'avoir invité à cet événement. Je suis un tout petit peu stressée, mais aussi très joyeuse de participer à cette rencontre. Et alors, pour votre question, bien évidemment, chaque texte littéraire que je traduis a des difficultés différentes. J'ai traduit souvent de la poésie et par hasard, j'ai eu l'opportunité de traduire un autre haïtien, Anthony Phelps, Voici que mon pays. Et c'est un poète un peu plus ancien, disons. Et c'était présenté à l'Institut français d'Athènes dans le cadre d'un récital de poésie latino-américaine. Bref, la poésie, je trouve qu'elle a des difficultés plus particulières. Je trouve que traduire, c'est trahir en ce qui concerne la poésie. On rate toujours quelque chose, un rythme, un rime, etc., etc. Le texte, les romans que j'ai traduits, elles ont autre difficulté. Il faut vraiment se connecter à l'auteur, lire beaucoup de fois les textes. Il faut comprendre tous les contextes sociaux, social, émotionnel, etc. Et apparemment, j'ai une connexion avec Haïti que je ne connaissais pas. Et j'aimais beaucoup ces livres. Je ne suis pas du tout objective. J'ai aimé ces livres. J'ai de la chance d'avoir cette opportunité de les traduire. La difficulté particulière de ces livres c'est un livre écrit en français et les narrateurs sont plusieurs, chacun a sa voix, chacun a son langage selon son niveau d'études, selon son statut social, selon son rôle dans la société. De plus, c'est du français, mais avec un argot un peu américain parfois. Donc, c'est du français, c'est de l'américain anglais-américain. J'imagine, hein, l'auteur va me corriger là, mais j'ai eu cette impression que parfois j'entends des phrases que je connais plutôt des films américains, mais en français. Alors là, c'est vraiment un grand défi et un pari pour moi de réussir à mettre, à donner à chaque voix leur couleur, leur ton, comme l'auteur l'a fait vraiment d'une manière magnifique, à mon avis. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parfaitement, il me semble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Irini Papakiriakou. Écoutez, le temps est enfin venu de laisser la parole aux étudiants. Donc, oui. sans détour,
je donne la parole à Anna Laspa de l'Université ionienne. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur D'Albert, et merci pour votre temps. La question que nous voudrions poser est la suivante. Le protagoniste de l'histoire semble utiliser la chanson Alabama Blues comme un moyen de soulagement de la dure réalité qu'il vit, malgré le contenu lourd de ses paroles. Pensez-vous que votre œuvre littéraire, qui traite de questions d'importance similaires, est votre propre chanson, votre propre moyen de décharge émotionnelle? Merci. Oui, c'est une question un peu difficile, je vous en remercie. Mais juste avant de vous répondre, je voudrais quand même remercier Rini de s'atteler à ce travail. Je sais que ce ne sera pas un travail évident, d'autant que je traduis moi-même de la poésie et de l'italien ou de l'espagnol et je sais que ce n'est pas toujours évident. Donc, je vous remercie vraiment de vous atteler à ce texte-là. Et vous avez cité un poète qui compte énormément pour beaucoup de générations d'Haïtiens et pour moi en particulier, il s'agit d'Anthony Phelps, dont vous avez traduit le texte « Mon pays que voici », qui est un poète majeur dans la littérature, dans l'histoire de la littérature haïtienne. C'est quelqu'un qui est encore vivant, qui a bientôt 93 ans, donc il vit au Canada. Et donc, je vous remercie de l'avoir cité. Maintenant, pour répondre à la question, c'est effectivement, oui, est-ce qu'on peut dire que la littérature ou l'art en général nous sert d'exutoire d'une certaine façon, hein, je crois que ça nous permet d'aborder un certain nombre de questions. Mais moi, je le fais en littérature, en roman ou en poésie, parce que j'estime qu'il y a on peut aborder certaines questions complexes de manière plus sensible que si on le fait, par exemple, dans un essai. Et aussi, on le fait à travers un discours politique. La littérature, et ce roman en particulier, Milwaukee Blues, nous permet d'aborder toute la complexité d'une question, d'où le nombre de voix dont on a parlé tout à l'heure, qui permet justement d'aller vers toutes les difficultés d'une vie humaine. Donc, est-ce que la littérature ou la musique ou l'art en général me sert d'exutoire? D'une certaine façon, mais je n'oublie pas non plus le citoyen que je suis, c'est-à-dire que la façon d'intervenir dans la société n'est pas la même, c'est-à-dire que le citoyen peut être plus radical, entre guillemets, et le romancier se doit d'être plus complexe. D'aborder tous les points de vue. C'est ce qui me permet, par exemple, dans un roman comme Milwaukee Blues, de me glisser même dans la peau du policier blanc. Et voilà, donc je ne sais pas si j'ai entièrement répondu à votre question, mais oui, l'art, la littérature peut nous servir d'exutoire. Très bien. Alors, la question suivante était posée par Evangelia Rosaki de l'Université ouverte de Grèce. Malheureusement, elle n'a pas pu, en raison de problèmes personnels, être avec nous ce soir. Je vais donc vous la poser, telle qu'elle nous l'a envoyée. En suivant le sort d'Emmet dans le livre, nous nous demandons si les discriminations basées sur la couleur de peau pourraient être remédiées, s'il pourrait y avoir un remède à ces discriminations. Vous considérez que l'humanité a déjà fait un progrès remarquable en mettant l'ensemble des citoyens égaux en droit. Pour finir, est-ce que la littérature contribue véritablement à la sensibilisation de la société afin que des crimes pareils ne soient pas reproduits? Oui, c'est des questions très complexes. Égaux en droit, oui, mais théoriquement, on va dire, dans un certain nombre de constitutions, mais on sait qu'il y a des démons qui sont là, qui persistent, hein, c'est-à-dire que les êtres humains, les cultures ne changent pas en claquant des doigts, ne changent pas du jour au lendemain. Il faut du temps
pour que les mœurs, les coutumes changent. Mais c'est bien déjà de proposer, comment dire, théoriquement, un certain nombre de ce que je pourrais appeler de progrès. Mais, par exemple, j'ai commencé à écrire, moi, en utilisant des machines mécaniques, c'est-à-dire une vieille Remington que j'avais. Ensuite, je suis passé de Remington à une machine à écrire électronique qui avait 4 pages de mémoire. Ensuite, les ordinateurs avec les disquettes souples, puis les disquettes rigides, et puis les CD-ROM, et puis les clés USB, et tout ça en l'espace d'une trentaine d'années. Autrement dit, il y a eu un bond en avant, mais considérable, qui s'est fait en très peu de temps. Mais les mentalités des êtres humains ne changent pas aussi rapidement. Il faut beaucoup plus de temps. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas de progrès. Moi, j'estime et je crois qu'il y a un certain nombre de progrès qui sont faits. Et ce, au niveau je dirais, de la plupart des pays du monde, hein, malgré le fait qu'on se dit qu'aujourd'hui, tiens, il y a encore tel crime sexiste, il y a encore tel crime raciste, il y a encore tel crime et ainsi de suite. Mais je crois que justement le chemin qu'on prend depuis quelque temps, et si on arrive à les dénoncer au fur et à mesure, ça fera en sorte qu'il y aurait moins de crimes commis à ce niveau-là. Mais en même temps, l'humanité avance pour les mentalités très très lentement. Hein. Est-ce qu'on va réussir un jour à, j'ai envie de dire, éradiquer complètement toute forme d'intolérance chez les êtres humains? Je n'en suis pas sûr, mais ce n'est pas une raison pour autant de ne pas se battre, de continuer, comment dire, à faire reculer et d'une certaine façon les limites de toute intolérance humaine. Et la littérature, l'art, à ce niveau-là, pour terminer la question, je crois que la littérature peut y contribuer, mais encore faut-il, et c'est là toute la difficulté, comment dire, de l'art, ne pas prendre un roman ou un recueil de poèmes pour un pamphlet politique. Et nous ne sommes pas face à un pamphlet, nous sommes justement dans la complexité de l'humain, et on sait que l'être humain, justement, n'est jamais ni tout à fait noir, ni tout à fait blanc. Il y a beaucoup de nuances, c'est-à-dire qu'un être humain peut être à la fois ange et démon. Et nous, justement, en art, il s'agit de restituer cette complexité de l'humain. Il n'y a pas un seul aspect, du moins c'est ce que j'essaie, comment dire, de faire dans mon travail. Merci beaucoup. La prochaine question, toujours pour l'Université ouverte de Grèce, est posée par Maria Eleni Nicolakopoulou. Bonsoir à tous. Monsieur Dalibert, merci d'être avec nous. Notre première question est pour vous. Aviez-vous quelques techniques pour transmettre l'ambiance des ghettos afro-américains au public francophone? Quelques techniques, c'est assez difficile à dire. C'est-à-dire, bien sûr, il y a une partie technique dans un travail de roman, mais je dirais que mon travail, depuis très, très tôt, mais vraiment très tôt, quand je dis les premiers romans, mon tout premier roman, par exemple, Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme, et avant Le crayon du bon Dieu qui n'a pas de gomme, mon premier recueil de nouvelles, je suis d'une certaine façon de ma génération, c'est-à-dire qu'une génération qui a été influencée beaucoup par le cinéma. Donc là maintenant, dans Milwaukee Blues, il y a quand même quelques dialogues, mais souvent, je travaille d'une façon où on a l'impression d'une caméra qui se promène sur un espace donné. J'ai une écriture très visuelle et que j'essaie de temps en temps comment dire, d'alimenter avec des dialogues, avec un certain nombre de techniques, effectivement. Mais au départ, ce qui est important pour moi, c'est d'une part le paysage
et ensuite les voix. C'est-à-dire il faut qu'on puisse entendre les voix, comment dire, des gens. Et c'est ce que Irini disait tout à l'heure, il faut qu'on puisse entendre les voix en fonction justement de leur origine sociale, en fonction, et je dirais, du rôle qu'ils jouent dans la société. Et c'est comme ça que je travaille énormément ces voix-là. Donc, si on parle de technique, justement, cette technique-là, c'est des techniques qui viennent en partie du cinéma aussi, hein, qu'on puisse entendre les voix des gens. Et certains passages, quand je les écris en les disant à haute voix. Mais ça, c'est quelque chose qui me vient aussi de la poésie. Le fait de dire à haute voix pour qu'on puisse entendre vraiment à l'oreille la voix des personnages. Donc, voilà ce que je pourrais répondre à votre question. Alors, il me semble qu'il y avait aussi une question qui s'adressait à la traductrice, à Irini Papakyriakou. Oui, Madame Papakyriakou, quel a été le plus grand défi de votre mission? A-t-il été important pour vous de rester en contact avec l'auteur? Alors, merci pour votre question, Marie-Hélène. Et je suis en fait, j'ai plus ou moins, je pense, répondu déjà au départ quel était le défi. C'est exactement ce que M. D'Alembert vient d'évoquer, que vraiment, il y a des différentes voies et il y a de l'argot, il y a certaines choses que je dois vraiment trouver la manière la plus sincère et la plus intelligente de les présenter en grec sans rater ce qui est, je pense, une qualité importante de ces romans. Et ça, c'était mon grand défi pour moi. Et après, sinon, excusez-moi, c'était la... j'ai raté la deuxième. Oui. J'ai pas eu donc des contacts jusqu'à là. Je suis désolée. Comme je viens de vous dire, c'est la première fois que je vois Monsieur D'Alembert et j'espère que peut-être on pourra peut-être s'échanger de mails à partir de maintenant. Merci. Oui. Merci. Alors, une troisième question, une question du troisième jury de l'Université ouverte de Grèce, posée par Eleni Frangoudaki. Monsieur D'Alembert, bonsoir. Nous sommes tous et toutes très ravis de vous rencontrer aujourd'hui. Et voilà la question de la part du jury de Madame Kostadina Pliaka de l'Université ouverte de Grèce. Milwaukee Blues, c'est l'histoire d'un homme assassiné de manière injuste, évoquant l'essor des Noirs dans la société américaine. En s'inspirant de l'histoire de George Floyd, en enrichissant votre roman de différentes mélodies et histoires comme une chaîne de mots protectrice et solidaire, est-ce que vous aspirez aussi à dresser une barrière littéraire contre le racisme? Merci bien. En évoquant aussi de ma part personnellement que je lis votre roman, que je considère vraiment comme un roman exceptionnel et vraiment touchant, tout petit cœur qui s'intéresse à la vérité et à l'amour à l'égard de l'autre de langue et de cultures différentes. Merci. Et je vous remercie beaucoup. Vos paroles me touchent et je dirais, l'histoire, bien entendu, vous imaginez bien, remonte avant George Floyd, hein, c'est-à-dire le premier homme à avoir prononcé ces fameux mots « je ne peux pas respirer » I can breathe en anglais, ça a été Eric Garner en 2014, qui est mort dans exactement les mêmes conditions à New York. Donc on est en été 2014 et là je pensais déjà au roman.
Donc, j'avais déjà l'idée, je commençais à prendre des notes. Il se trouve que j'en ai écrit d'autres dans l'intervalle, comme ça m'arrive souvent, mais je pensais déjà au roman. Donc, l'histoire de George de Floyd, ça a été un des deux éléments déclencheurs, en fait. C'est quelque chose qui est là. Et ces éléments déclencheurs, ces histoires-là n'auraient pu être des éléments déclencheurs si je n'avais pas déjà en tête d'écrire des romans sur ce sujet-là. Vous savez, pour moi, en ce qui me concerne du moins, parfois on fréquente un pays depuis très longtemps, comme moi, comme on dit les États-Unis, et depuis j'ai envie de dire pratiquement mon enfance, entre guillemets, même si je n'avais pas encore été aux États-Unis pendant mon enfance, mais on est très proche, on est juste à côté, on est à 1h30 de vol de Miami. Et donc, c'est un pays que je pense connaître, où j'ai enseigné, par exemple, où j'ai de la famille, comme beaucoup d'Haïtiens, et ainsi de suite. Donc, il a fallu un ou deux éléments déclencheurs. Ça a été donc 2014 et 2020. Et entre-temps, ça a pris... ces histoires-là ont fait écho en moi. Donc, c'était comment dire, la porte d'entrée aux États-Unis. Mais il ne faut pas réduire non plus les États-Unis, je crois, à une simple question de racisme, en fait. Il y a autre chose, c'est-à-dire que moi, le personnage peut-être, j'ai envie de dire, qui porte ma voix dans ce roman, c'est peut-être Ma Robinson, cette femme ancienne gardienne de prison devenue pasteur à la fin de sa vie, j'ai envie de dire, d'une première vie professionnelle. Donc, c'est de dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de problèmes dans ce pays-là. Mais ce qui m'intéresse, moi, ce ne sont pas tellement ces problèmes, c'est de porter une humanité qui pourrait être une humanité partagée. Et cette voie-là, c'est Ma Robinson qui le dit, qui va au-delà et à la fois des races, mais aussi au-delà des classes. Et c'est ce discours-là qui m'intéresse, moi. Et parce que quand on écrit un roman qui peut, par exemple, s'inspirer de l'actualité, mais si on reste attaché à l'actualité, le roman, dans 10-15 ans, le roman aura vécu. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire en sorte que le roman, je l'espère, puisse être lu 30, 20 et 40, 50 ans après ma mort. Et autrement dit, trouver ce qu'il y a de permanent dans l'humain. Et pour moi, ce discours humaniste, justement, de Ma Robinson, c'est ce qui me parle le plus, en fait. Hein. Donc, est-ce que c'est un rempart? Oui, si on veut, mais contre toute forme d'intolérance humaine, c'est-à-dire toute forme de différence. Quand nous, on voit l'autre de manière différente parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, ou parce qu'il n'a pas le même sexe, ou parce qu'il n'a pas la même religion, ou parce que si, ou parce que ça. Donc, c'est-à-dire, pour moi, c'est juste une porte d'entrée et je serais plutôt triste, si vous voulez, si le roman était réduit à cette seule question de couleur qui, pour moi, est un prétexte pour parler d'une humanité plurielle, une humanité qui est ce que nous avons tous en commun, où que nous soyons sur la planète. En fait. Merci bien, monsieur. Merci de votre réponse vraiment exhaustive et complète. Merci. Merci à vous. Donc, je reprends la parole quelques instants, juste pour introduire Caroline Geoffrey, donc directrice de l'école française qui vient d'arriver. Et donc, moi, je retourne dans les coulisses et je vous laisse avec elle pour continuer la soirée. Bonsoir, monsieur d'Alembert. Bonsoir à vous tous. Désolée des imprévus de la route du nord de la Grèce. J'ai passé un merveilleux moment avec des élèves pour la petite histoire avec l'association Arturos. Donc, nous avons eu un petit souci sur le retour. Voilà, mais je rejoins avec grand plaisir les échanges et voilà. Je suis bien évidemment avec beaucoup d'intérêt ce Goncourt Grèce et notamment je serai amenée à parler de votre ouvrage, monsieur d'Alembert, à la fin. Mais je laisse bien évidemment les questions arriver.
Alors justement, la prochaine question nous vient de l'Université de Thessalie et c'est Nicolas Papageorgiou qui la pose. Bonsoir, Monsieur D'Alembert. Je vous remercie infiniment d'être avec nous ce soir. Malgré tous les progrès faits et acquis très lentement vers une égalité de tous, noirs et blancs, pensez-vous qu'on y parvient et qu'on n'est pas loin de l'objectif? Est-ce que le racisme présente des différences, des variations, si vous voulez, dans les pays différents comme Haïti, France et États-Unis? L'élection de Barack Obama en 2008 et de Kamala Harris en 2020 aurait pu être un accélérateur, si vous voulez, vers plus d'égalité aux États-Unis. Mais malheureusement, on sait aujourd'hui que cela n'a pas été le cas. Pensez-vous qu'un autre grand événement pourrait éventuellement contribuer pour faire évoluer les choses dans cette direction? Et si oui, lequel? Merci beaucoup. Merci, c'est une question très, très difficile. Et on voudrait tous, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, on voudrait tous que les choses aillent très vite. Et les mentalités, encore une fois, le changement des mentalités ne se décrète pas. On ne peut pas décider du jour au lendemain qu'on va passer d'une mentalité à une autre. Les révolutions ont essayé dans un certain nombre de pays. Les révolutions nous ont permis de faire des bonds, j'ai envie de dire, des bonds gigantesques, mais l'humanité même, et dans l'essence justement de l'humain, il y a beaucoup d'intolérance. C'est-à-dire qu'on est fait de cette façon-là. Maintenant, ce qui fait de nous justement des êtres humains par rapport peut-être à d'autres espèces, l'espèce humaine a cette capacité à raisonner, à réfléchir, donc à décider, à faire avancer, comment dire, les choses, à faire reculer d'une certaine façon et les frontières. Et je crois que c'est notre rôle à nous tous. Maintenant, justement, encore une fois, je reviens à l'idée qu'il s'agisse de racisme, qu'il s'agisse de sexisme, qu'il s'agisse d'homophobie, comment dire, qu'il s'agisse de n'importe quelle forme d'intolérance donnée. Moi, j'aimerais que le roman puisse être lu comme un roman qui parle justement d'intolérance. C'est-à-dire que ça ne soit pas enfermé d'une certaine façon dans comment dire, l'histoire de couleur, bien entendu, même si l'histoire de couleur, c'est une des composantes de cette intolérance dont est faite, comment dire, l'humanité. Maintenant, je reviens au personnage de Ma Robinson, qui est assez lucide sur une société comme la société, comment dire, des États-Unis. Elle met plus en avant les problèmes de classe, justement, que les problèmes de race. Et or, justement, dans une société où il y a un ultra-libéralisme, où il y a une forme de capitalisme qu'on pourrait qualifier de sauvage, d'une certaine façon, donc ceux et celles qui sont les plus pauvres, et forcément, ce sont celles et ceux qui vont être victimes de plus de dérives et, si vous voulez, de plus d'intolérance. Et le vrai problème est là pour elles et est là pour moi aussi. Donc maintenant, est-ce qu'il y a des progrès qui sont faits? Oui, on continue d'en faire. Est-ce que ça va changer du jour au lendemain? Non. Mais je crois que nous, notre devoir, de moi, ma génération, votre génération, à vous autres, par exemple, beaucoup plus jeunes, c'est de continuer de se battre contre toute forme d'intolérance dans les sociétés. Et chaque génération, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a reçu parfois un pays, mais j'ai envie d'élargir, et pour dire une planète, dans une certaine situation. Et notre devoir, c'est d'essayer de vous la rendre à vous, à votre génération, et dans un meilleur état que celui dans lequel nos parents ou nos ancêtres nous l'ont donné, nous l'ont transmis. Donc, à votre tour, à vous de vous battre et pour faire reculer toute forme d'intolérance dans cette société-là, dans nos sociétés, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, par exemple. Et le problème, sur le continent américain, par exemple, ça peut paraître plus violent,
si on parle du racisme, par exemple. Mais il faut tenir compte du fait qu'aux États-Unis, pas uniquement aux États-Unis, en Haïti aussi, vous en avez parlé, et dans d'autres pays du continent américain, les colons et les esclaves ont vécu ensemble, ce qui n'est pas le cas, comment dire, de l'Europe. L'Europe a pratiqué, comment dire, l'esclavage, mais en dehors de son territoire, de son espace. L'Europe a pratiqué l'esclavage en Amérique, sur le continent américain. Donc, le fait que les esclaves, les descendants des esclaves et les descendants des colons se retrouvent sur le même espace, il y a des tensions qui sont beaucoup plus vives, plus attisées. Mais en même temps, justement, à cause de cette tension-là, eh bien, il y a des progrès qui sont faits aussi de manière plus, j'ai envie de dire, plus immédiate, plus évidente. Hein, c'est moins, comment dire, nuancé que comme on peut le voir dans certains pays européens. Donc, il y a du travail. Ma génération a fait et peut-être continue, comment dire, de faire sa part, à vous aussi, et de continuer pour faire reculer l'intolérance où qu'elle se trouve, comment dire, dans le monde. Merci beaucoup. Alors, la parole est au jury de l'Université Démocrite de Thrace avec une question posée par Andonis Psaras. Bonsoir à tous. Voici nos questions. Quel était votre objectif en créant un personnage tel que Ma Robinson? Est-ce qu'il y a un symbolisme derrière ces personnages? Merci beaucoup pour cette question, d'autant que, comme je l'ai dit, c'est peut-être le personnage dont je suis le plus proche. Et Ma Robinson, à un moment donné, elle est consciente de deux choses. D'une part, qu'elle arrive plus ou moins à la fin de sa vie, donc il y a la nécessité de transmettre le flambeau aux jeunes, ce qu'elle va faire de manière, en étant un peu réticente, mais elle le fait quand même avec Dan et Marie-Hélène. Donc, elle transmet le flambeau aux jeunes parce qu'elle sait que c'est un travail de longue haleine. Donc, ça va continuer. Donc, elle transmet. Et puis, elle est consciente aussi, justement, de cet aspect de classe dont j'ai parlé, comment dire, tout à l'heure. Bien sûr, il y a une question de couleur, mais elle n'est jamais dupe du fait qu'elle vit dans une société ultra, comment dire, libérale, où il n'y a pas de place pour les plus faibles, quelle que soit leur couleur de peau, et qu'ils soient noirs, asiatiques, hispano-américains, blancs, et ainsi de suite. C'est tout le sens, le symbolisme dont vous parlez, comment dire, tout à l'heure, c'est tout le sens de la marche qu'on voit à la fin, comment dire, du roman. Il y a une marche où tout le monde, comment dire, se rencontre, où il y a des Noirs, où il y a des Blancs, où il y a des Latinos, où il y a des Asiatiques, et où il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, et elle cite à un moment donné, comment dire, et l'apôtre Paul, justement, dans l'épître aux Thessaloniciens, elle cite, comment dire, l'apôtre Paul en disant, aujourd'hui, nous ne sommes ni juifs, ni grecs, nous ne sommes ni hommes, ni femmes, et elle ajoute à un moment donné, j'ai envie de dire, ni noirs, ni blancs, ni asiatiques, ni hispaniques, nous sommes des êtres humains. Et c'est là qu'elle devient, pour une société, si vous voulez, ultralibérale, elle peut devenir un personnage dangereux. Tant que ça reste cantonné aux questions de race, de noir, de blanc, et j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème entre guillemets. C'est-à-dire on va forcément réussir à créer une classe très aisée de noirs avec le temps, ou de blancs ou d'hispaniques. Mais quand on veut, elle, ce qu'elle a compris, ce qu'elle cherche à faire, elle veut secouer les fondements de cette société et de dire que ce qui sépare les êtres humains, ce n'est pas tant la couleur de peau, mais que les difficultés économiques et de manière assez brutale auxquelles les êtres humains peuvent être confrontés dans une société. Et c'est ça, comment dire, le vrai rôle, le vrai propos, comment dire, du livre
du moins en ce qui me concerne, quoi. Et Ma Robinson, elle est porteuse de cette parole-là, elle est porteuse de cet humanisme-là, c'est-à-dire qu'il faut, de cet humanisme qui dit, au moment où on essaie justement de retrancher les gens dans des communautés, entre guillemets, dans le fait d'être noir, le fait d'être blanc, le fait d'être gay ou hétéro, le fait d'être, etc., elle se dit qu'à un moment donné, mais on est tous des êtres humains et notre humanité, c'est ce qui fait, c'est ce que nous avons en commun, c'est ce qui fait, comment dire, notre force. Et c'est là, donc pour moi, un discours, et le discours de Ma Robinson contre toute forme d'intolérance. Merci beaucoup. La deuxième question, est-ce qu'il y aurait une influence considérable de la mère sur le caractère du héros principal? De la mère, M-E accent grave R-E? Oui. Oui. Et parce que c'est un garçon quand même qui a vécu sans son père. Le père s'en est allé, il était très jeune, donc il n'a pas grandi avec ce père-là. Et donc du coup, sa représentation d'une certaine façon du monde, j'ai envie de dire, c'est une représentation, si tant est que ça existe, féminine. C'est-à-dire que sa vision du monde, c'est une vision dont elle a hérité de sa mère et pas de son père. Et bien sûr, et c'est des couples, j'ai envie de dire, très complexes, hein, parents-enfants, donc c'est-à-dire mère-fils, et il grandit avec cette mère qui le protège, mais en même temps qui sait le corriger, comment dire, quand il le faut. Et forcément, il y a une influence très forte, mais en même temps, il va se rendre compte quand la mère va être victime de racisme devant lui, ça va forger un peu son identité d'être humain. Hein, c'est quelque chose, il va se construire et avec ça. Donc, toute cette construction-là vient en grande partie de sa mère et forcément, justement, il y a cette influence dont vous parlez. Je vous remercie pour votre temps. Merci à vous. Et la prochaine question est posée par Stamatina Tsimboglu pour l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes. Bonsoir, Monsieur D'Alembert. Bonsoir à tout le monde. De la part de notre jury, je veux vous remercier pour cette rencontre. Et nous avons été très touchés par votre livre. Et notre question porte sur le rôle social de la littérature. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que la littérature peut contribuer à la dénonciation de phénomènes comme les violences policières, le racisme dans notre monde? Et si oui, comment, de quelle façon? Oui, il y a une chose, bien entendu, quand on aborde un sujet comme ça, le risque, c'est que les questions, justement, ne tournent que autour de ça. Et qu'on oublie, et c'est le piège parfois dans lequel on tombe, et c'est le piège et que je dénonce justement parfois avec, il y a 3 semaines, j'étais aux États-Unis auprès, comment dire, des étudiants, en oubliant qu'il s'agit d'une œuvre de fiction, hein, d'une œuvre de fiction et qu'il s'agit de littérature. Donc, bien entendu, on aborde un sujet, et quel qu'il soit, mais le rôle, encore une fois, je me répète un petit peu, c'est comment trouver quelque chose, comment parler d'un sujet qui ferait que dans 50 ans, dans 100 ans, un lecteur ou une lectrice qui rencontrerait ce livre aurait envie de le lire. Et c'est là que la littérature intervient, c'est là que l'esthétique intervient. J'ai découvert, j'ai envie de dire, la littérature, les romans, les grands romans et de la littérature au moment de mon adolescence, c'était les grands écrivains russes du 19e siècle, Tolstoï, Dostoïevski et ainsi de suite.
et moi j'étais dans la Caraïbe, eux, ils étaient de notre siècle et de notre horizon, si vous voulez, culturel. Et pourtant, ces romans-là m'ont parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et maintenant, est-ce qu'ils dénonçaient une situation? Et j'ai envie de répondre oui et non, en ce sens que pour moi, avant de dénoncer la littérature, le roman ou l'art en général est question d'esthétique, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une forme, il y a une structure, et notre amie traductrice en parlait, comment dire, et tout à l'heure, le fait de vouloir chercher des voix qui correspondent aux voix de chacun des personnages, il y a une structure à trouver et qui fait que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les questions de société. Si elles ne trouvent pas écho en moi en tant qu'individu, je ne pourrais pas écrire un roman. Donc, l'idée de dénonciation, je me méfie un petit peu, tout comme quand on parle de romans engagés. Et pour moi, toute œuvre est engagée dans la mesure où c'est une part de nous-mêmes qui est dedans. Et moi, je suis en quête, si vous voulez, d'une humanité, j'ai presque envie de dire, atemporelle, et comment dire, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'une humanité que j'ai trouvée chez Tolstoï, chez Dostoïevski, et que j'ai trouvée chez Anthony Phelps, le poète haïtien dont parlait Irini tout à l'heure, et que moi, j'espère continuer en tant qu'écrivain. Je suis monté sur les épaules de ces gens-là. Quand je lis, je ne sais pas, Ulysse, quand je lis, comment dire, l'Odyssée, je suis caribéen, mais je me retrouve dans, comment dire, dans ce roman-là aussi, on va dire roman. Donc, c'est ça l'idée pour moi. Et maintenant, je n'oublie pas que je suis un citoyen qui est confronté à un certain nombre de problèmes, que ce soit en Europe, que ce soit et en Amérique, si vous voulez, et qui a envie par moment de descendre quelque part dans l'arène et de dénoncer, justement, en tant que citoyen. Mais l'écrivain que je suis, quand j'écris, j'essaye de rester dans l'humain, dans quelque chose qui ferait que, encore une fois, je me répète, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 150 ans, quelqu'un qui tomberait sur mon livre aurait envie de le lire et se sentirait touché parce que, comment dire, j'aurais dit dans le livre. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, nous allons vers l'université de Ioannina avec une question posée par Anthimos Karathanasis. Oui, bonsoir à tous. Lambert, dans votre roman, les policiers en prennent à aimer avec un excès de haine qui provoque sa mort. Pensez-vous que ce racisme primaire est exceptionnel ou qu'il est tacite dans une majorité sociale? Et comment croyez-vous qu'il est nourri chez les gens? Donc, est-ce que vous pouvez répéter la première partie de la question? Oui, oui. De racisme primaire et puis? Est exceptionnel ou qu'il est tacite dans une majorité sociale? Oui. Il y a quand même chez les êtres humains, comme je le disais tantôt, une part d'intolérance qui est en nous. Maintenant, le problème, il ne s'agit pas de nier cette forme, cette part d'intolérance, cette part de diable ou de démon qu'il y a en nous. Il s'agit d'en être conscient et de pouvoir le combattre. Et c'est ce qui fait justement notre humanité. C'est-à-dire que quand on prend conscience de cette intolérance qui nous habite et de dire que, tiens, à un moment donné, il faut, comment dire, qu'on fasse reculer ces limites-là. Mais en même temps, cette intolérance dont je parle, il y a une part d'inné, bien sûr, donc en nous, on a peur de l'autre, mais il y a une part d'acquis. Quand on vient d'une société donnée, par exemple, si on prend les États-Unis pour ne pas le citer, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire de l'esclavage qui va transmettre pendant des siècles l'idée d'infériorité
de l'autre par rapport à moi, par exemple. Et cette idée d'infériorité, donc, c'est la partie acquise, c'est la partie construite. Donc, il faut d'une certaine façon réussir à faire reculer cette partie construite et à arriver au point où on pourrait ne travailler, j'ai envie de dire, que sur l'inné, qui est cette peur de l'autre qui a en nous. Mais cette violence, elle a toujours, il ne faut pas se faire d'illusions non plus, hein, c'est-à-dire qu'elle a longtemps existé dans l'histoire de l'humanité, et notre rôle à nous, c'est de la faire reculer le plus possible. Hein. Si on prend, on est en Europe, donc si on prend l'histoire de la Bible, par exemple, l'Ancien Testament, et il y a énormément de violence dans l'Ancien Testament, par exemple. Mais je crois, ou j'espère, qu'entre-temps, on a réussi à avancer depuis cette période-là. On est allé un petit peu plus loin. Même si ça se pratique, on n'est plus dans aucune comment dire, constitution d'aucun pays, on n'est plus dans la loi du talion, même si ça peut se pratiquer, si vous voulez. Donc, on recule, on fait reculer, comment dire, les choses petit à petit, pas aussi vite, comment dire, qu'on pourrait le croire, qu'on pourrait le vouloir plutôt, mais c'est quelque chose qui existe, c'est une violence qui existe dans l'humain et qu'il s'agit pour nous, hommes, femmes, jeunes, âgés, personnes âgées, de combattre. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Donc maintenant, pour l'Université du Pirée, une question d'Angelos Chalkiavakis. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur D'Alembert. Nous sommes très heureux de faire votre connaissance aujourd'hui, ne serait-ce que virtuellement. Je voudrais maintenant vous poser la question de l'Université du Pirée. D'après vous, décrypter ou dénoncer un monde raciste suffit pour faire naître l'espoir, je cite, un allentement plus fraternel chez le cœur? J'ai encore envie de répondre oui et non. Et non, parce que déjà, il faudrait que le livre puisse être lu par tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Mais oui, à chaque fois qu'une lectrice ou un lecteur, ne serait-ce qu'un seul, me disent que le livre m'a aidé à penser, à réfléchir, c'est quelque chose qui me touche énormément. J'ai écrit mon roman précédent s'appelait Mur Méditerranée. C'était l'histoire de 3 femmes qui viennent de 3 pays différents, de la Syrie, de l'Érythrée et du Nigeria, qui essayent sur les bateaux de fortune que vous connaissez bien en Grèce, qui essayent de traverser la Méditerranée pour arriver à Lampedusa et en Italie. Et avec ce roman, je suis intervenu 2 ou 3 fois en prison, en France, et je suis tombé une fois sur un monsieur qui m'a dit « Ce livre a changé ma façon de voir les choses ». Et c'était une personne, mais pour moi, c'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'une personne qui pensait justement, qui ne se posait pas les questions de ces femmes et qui pouvaient traverser la Méditerranée dans des conditions atroces pour venir en Europe. Et lui, il répétait peut-être ce qu'il croyait instinctivement, bien ce qu'elle a peut-être pu trouver ici et là sur Internet. Il m'a dit, ce livre m'a aidé à penser, à réfléchir. Donc, on peut de temps en temps atteindre 2, 3, 4 personnes, et ces 2, 3, 4 personnes vont parler à d'autres personnes et peut-être faire reculer l'intolérance, faire reculer l'ignorance, faire reculer, j'ai envie de dire, la part obscure en nous. Merci beaucoup. Et c'est désormais à l'École française de Thessalonique de nous faire part de sa question. C'est donc Andonis Grekos qui la pose. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. D'Alembert. Alors, Louis-Philippe, pardon, vous connaissez Milwaukee? Bien sûr. Cette ville de Wisconsin, pour y avoir enseigné. Oui.
Elle compte une très large population noire, mais aussi une proportion importante de latino-américains. Le 9 septembre 1930, Charlie Paul enregistrait Milwaukee Blues pour Columbia. Sa chanson parle d'un hobo qui a les blues à Milwaukee et attend un train de marchandises de l'espoir d'aller vers l'ouest. Il rêve de meilleures conditions de voyage, mais les homos sont persécutés. La chanson sera souvent reprise. Tuesday morning, it looked like a rain around the curve. There wasn't padding a train. Fireman said, won't you open the door? He's a good old hobo and he's trying to get home. Trying to get home. Trying to get home. He's trying to get home. He's trying to get home. He's a good old hobo and he's trying to get home. I left in Atlanta one Tuesday 4 days. The brakeman said you'll have to pay. Got no money but upon my shoes. I'm going out west. I got the Milwaukee Blues. Milwaukee Blues. Milwaukee Blues. Yeah, Milwaukee Blues. Got the Milwaukee Blues. Now I'm going out west, I got the Milwaukee Blues. Going now. Way down in Georgia on a tram, the road's getting muddy and the leaves getting damp. Gotta get the freight train to leave this town, 'cause they ain't allowed no hobos are hanging around, hanging around. They don't allow no hobos are hanging around. Go now. Hanging down in Milwaukee. Now old Bill said just before he died, clear the roads so the boats can ride. When they ride, they'll ride the rods. They put all their trust in the hands of God, hands of God. Put all their trust in the hands of God. Now old Bill said just before he died, 2 old roads he'd like to ride. Old Bill, what can they be? It's the Southern Pacific and the Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe. And Santa Fe. It's the Southern Pacific and the Santa Fe. Oh, now. Alors, pourquoi avez-vous repris le titre de cette chanson comme titre de votre livre? Oui, parce que c'est d'abord une chanson que j'aime beaucoup, et justement parce que dans le roman, il y a énormément de chansons qui font allusion. Il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis. Il y a une longue tradition de ce qu'on appelle les protest songs, qui sont des chansons justement très engagées. Donc, ça a été une des portes d'entrée de ce livre. Et c'est pour ça que quand on parle de racisme, je suis un petit peu circonspect parce que je dis que le livre, en fait, c'est une traversée des États-Unis à travers un certain nombre de points. Donc, le racisme, bien sûr, la musique, on trouve beaucoup de musique, dont cette chanson-là est Milwaukee Blues, parce que aussi l'histoire se déroule à Milwaukee, et pour moi, c'était important de le dire, parce que j'aime prendre le contre-pied des apparences. Cette chanson a été écrite et composée par un blanc, et l'histoire, le livre parle de l'histoire d'un noir
le personnage principal. Et puis cette chanson, comme vous voyez, c'est pas véritablement un blues. Donc, il y a énormément de raisons qui font que j'ai choisi cette chanson. Et puis, c'est une chanson très, très entraînante qui parle d'un laissé-pour-compte, d'un vagabond qui a envie de rentrer chez lui et qui n'a pas commandé d'argent et qui va emprunter un train de marchandises clandestinement. Donc, ce sont toutes ces raisons qui font que j'ai choisi cette chanson-là. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bien, nous sommes parvenus au terme des questions des jurys. Peut-être qu'il y a des questions du côté du public qui suit le webinaire. Auquel cas... Pour l'instant, dans la partie discussion de l'écran. D'accord. Oui. Il n'y a pas de questions. Moi, je me posais juste une question et faire plutôt une remarque sur la traduction et sur d'autres ouvrages romans de la littérature haïtienne traduits en grec. D'abord, si vous me permettez, moi, j'aimerais juste remercier la traductrice, Irini Papakiriakou. On suit vos traductions en grec. Et vraiment, félicitations pour ces traductions qui arrivent. Et juste à M. d'Alembert, j'aimerais juste, moi, je parlais maintenant avec ma fonction de traductrice littéraire, qui est les maisons d'édition grecques sont vraiment intéressées à la littérature haïtienne. Et déjà, Dany Laferrière est bien traduit en grec. 3 romans de lui ont été traduits. Je crois que c'est votre premier qui arrive chez nous et on attend avec impatience sa traduction. Et c'est vraiment une littérature qui touche le public grec par sa thématique, par sa poétique et en général par les problèmes actuels que vous posez, vous tous. Car je crois que vous êtes une génération d'écrivains haïtiens de langue française qui vous ouvrez au problème de la littérature monde, car vous êtes tous des étonnants voyageurs et des vagabonds, comme vous vous définissez par ailleurs vous-même. Oui, c'est la raison pour laquelle, par exemple, j'en ai parlé brièvement, que le roman précédent, qui n'est pas traduit en grec pour l'instant, j'espère qu'il pourrait l'être. Un autre très bel ouvrage, à mon avis, qui mérite d'être traduit aussi. Qui est pour moi l'idée de ces 3 femmes, l'histoire de ces 3 femmes-là. Mais pourquoi je peux parler de 3 femmes qui traversent comment dire, la Méditerranée et là, je reviens encore une fois à ce que je disais tout à l'heure à un des étudiants. Il y a aussi sur le bateau qu'empruntent ces 3 femmes une question de classe. Et sur le bateau, il y a une des femmes qui se trouve sur le pont du bateau et 2 autres femmes qui se trouvent dans la cale du bateau. Mais en parlant de cette histoire qui semble une histoire, j'ai envie de dire, qui concerne l'Europe et l'Afrique, ou le Moyen-Orient plus ou moins, mais je parle de moi aussi en tant qu'Haïtien, en tant qu'Américain. C'est-à-dire l'histoire de l'Amérique a été construite comme ça. C'est une histoire de bateau d'abord. C'est-à-dire de gens qui sont arrivés sur le pont du bateau et de gens qui sont arrivés dans la cale du bateau. Et c'est ce qui explique qu'un roman comme Milwaukee Blues, on est dans la continuité d'une certaine façon de ce que est Mio-Méditerranée. C'est-à-dire, pour moi, c'est toujours la même histoire. Lors même que je parle de l'autre, je parle aussi de moi. Ou quand je parle de moi, je parle de l'autre. Et c'est cette question d'humanité, comment dire, qui est fondamentale pour moi. Sans cette humanité-là, je n'existe pas. Avant Mio-Méditerranée, il y avait un roman qui s'appelle « Avant que les ombres s'effacent ». Et c'est l'histoire de l'accueil des Juifs en Haïti pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire qui était méconnue et dont je me suis emparé. Donc, pour dire, voilà comment un petit pays comme Haïti s'est senti concerné par cette grande histoire-là. Et puis, ce n'est pas à vous, Greg, que j'apprendrai le rôle qu'Haïti a joué dans votre histoire. Et donc, c'est pour dire qu'il y a toujours des liens et c'est ce qui fait notre humanité. Et moi, je n'ai pas envie de m'éloigner de cette humanité-là. Je n'ai pas envie d'être confiné, justement, pour employer un mot très à la mode, dans un petit secteur qui ferait de moi aucun Haïtien, aucun Noir, ou bien qu'un. J'ai envie d'élargir, d'ouvrir les portes et les fenêtres et de revendiquer toute mon humanité.
Et je le fais à travers ces romans-là, à travers Avant que les ombres s'effacent, à travers Mio Méditerranée et à travers Milwaukee Blues, par exemple. Tout à fait, c'est une humanité dont on a tous besoin, à mon avis. Mais je laisse à Caroline peut-être conclure cette belle soirée. Merci. Merci Caterina, merci infiniment à tous. Alors c'est très très compliqué de conclure, notamment sur une thématique universelle, nécessaire, permanente. Enfin, je crois que vos voix effectivement ont formé un beau cœur. Ce soir, c'est un mot grec aussi, le cœur. Hein. Voilà. Donc, Monsieur d'Alembert, cet ouvrage est assez bouleversant. Quelle que soit notre histoire, quelle que soit la façon dont on démarre cette lecture, on avance, on a l'impression de se construire au fil de ces voix que l'on entend, qui nous racontent un héros finalement sacrifié, et qui nous raconte ce héros avec énormément de sincérité, de personnalité. Donc au fil des pages, moi j'ai senti ce cœur de Milwaukee Blues enfler, être là sur le devant de la scène, prendre de plus en plus d'ampleur, se colorer d'émotions, se colorer de mots forts, bref, former vraiment comme l'ambiance de ce roman choral, et une ambiance extrêmement positive, extrêmement forte, dans laquelle le lecteur s'insère quasi instinctivement. Et infiniment bravo pour cette réussite de faire en sorte finalement que les douleurs, que les discriminations peuvent apporter, tout ce que ça peut avoir de totalement noir pour notre histoire, finalement, avec votre plume, s'écrit dans une encre indélébile qu'on n'oubliera pas. Donc, on a effectivement dans cet ouvrage une histoire collective, derrière une histoire personnelle, derrière des figures malheureusement, là aussi, on a parlé de George Floyd, mais on en a bien évidemment malheureusement d'autres, de gens dont les destinées se sont arrêtées parce que pas comme entre guillemets on les souhaitait, parce que noirs, parce que engagés, parce que voilà, on est vraiment dans une dimension de l'injustice humaine. Et lorsqu'on avance dans la progression, alors à la fois la progression autour de la vision du héros sacrifié, autour de cette ville que l'on se figure au fil des pages, eh bien, nous progressons aussi parce que nous avons progressé. Et on fait partie de la marche. Je pense que quiconque a eu le livre en main, à un moment donné, s'est figuré dans cette marche finale, hein, dont on suit les préparatifs. Et on a vraiment, à mon sens, ici le vrai cœur qui s'exprime. On n'a plus de jeu, on n'a plus de personnes, de première personne du singulier. On a cette conscience collective. On a parlé de cœur, on a parlé d'histoire collective. Maintenant, on parle de conscience collective. Et effectivement, on est à la fin, en tout cas de la trame narrative. On n'est pas à la fin de l'histoire, on n'est pas à la fin de l'histoire collective, ni de l'histoire individuelle, ni de l'humanité. Et effectivement, vous avez repris cette formule sur laquelle je pensais, non pas conclure, mais faire un écho à la terre grecque sur laquelle nous sommes. Lorsque l'on lit « Laissons dire les semeurs de haine », tous ces esprits maléfiques, nous sommes du bon côté, celui de l'humain. Nous ne sommes ni juifs ni grecs, comme l'écrit l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul par parenthèse qui a prêché pas très loin de Thessalonique, ni esclaves ni libres, ni hommes ni femmes, ni noirs ni blancs, ni latinos ni asiatiques, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. Et effectivement, cette marche, c'est le point d'orgue. Personnellement, c'est l'image qui me restera de cet ouvrage, et je pense que chacun d'entre vous qui avez posé des questions, vous étiez membre de cette marche, et vous allez l'être encore longtemps, je l'espère pour tous, pour l'humanité, et pour aussi finir sur un signal plus optimiste. Il s'agit d'être l'étoile dans les ténèbres de la haine, en organisant dans la lancée des funérailles une marche d'une grande ampleur qui marquerait les esprits et serait à la fois un signal d'espoir et de fraternité. Merci. Merci à tous, merci à vous, Monsieur d'Alembert. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est très belle lecture.
Et merci à Irénie Papakyriakou également, qui peut-être peut nous révéler quand est-ce qu'on pourra enfin avoir accès aux livres en grec. Oui, évidemment, j'ai un peu glissé de cette réponse parce que en fait, ça ne dépend pas de moi. Moi, je dois rendre le livre en août, au mois d'août. Et après, il y a bien sûr l'édition, etc., les corrections, la mise en page. J'espère peut-être jusqu'à fête de Noël, mais je ne suis pas sûre. Je ne peux pas répondre de la part de Castagnotis. On comprend. Ça sera un bon gâteau de Noël. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, le public grec sera au rendez-vous pour beaucoup de raisons. Ça, c'est sûr. Oui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé participer à cette rencontre ce soir. Merci à tous. Merci à vous pour votre participation. Merci à l'ensemble des jurys étudiants qui ont posé leurs questions. Et merci à Louis-Philippe d'Alembert aussi pour ces réponses extrêmement riches. Et merci à vous surtout d'avoir participé et j'espère que ça permettra à tout un chacun et à chacune de réfléchir un petit peu par rapport à ces combats-là, mais en même temps de ne pas oublier l'essentiel qu'il s'agit de littérature, qu'il s'agit d'art et qu'on exprime un certain nombre de choses à travers la littérature, à travers n'importe quelle forme d'art, pourvu qu'on reste dans cette humanité et qui m'est très chère en fait. Merci. Très bonne soirée à tous et à très bientôt. À bientôt. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.